Je suis très honorée d'être ici. L'invitation consistait à créer, à proposer un texte et à le tester, à le mettre à l'épreuve d'une audience attentive, m'a-t-on dit. Donc je suis très heureuse de partager, de votre présence, de partager donc avec vous ce texte créé dans des conditions effectivement douloureuse, puisque ça fait quelques temps que je ne dors plus, et qui s'intitule donc sobrement « Naître », avec quand même un petit sous-titre, « Notes sur les virus, le climat, le corps enceint et les bébés ». J'aurais du mal à proposer cette lecture, très honnêtement, en m'extrayant du lieu où j'ai commencé à l'écrire, à l'organiser et à rassembler mes notes. Kinshasa. République démocratique du Congo, commune de Bumbu, 120 rue Lungweni, chez ma cousine, ma grande sœur, dans la maison du grand frère de mon père, disparu en 2018. Quand son grand frère est mort, mon père s'est muré dans le silence. Il reprit la parole pour dire simplement ces mots : « Ça y est, je suis le dernier. » Le dernier. Je suis donc à Kinshasa en cette fin de mois de juillet, en ce début de mois d'août 2022, pour frayer avec les disparus, les ancêtres, comme on peut parfois les appeler. Dans ma famille, la génération des anciens est partie définitivement. Mon père fut le dernier à témoigner pour eux avant de s'éteindre. Il reste donc des lieux matériels, des géographies, des villes auxquelles on s'accroche comme on peut, pour témoigner justement de leur présence, la présence de ses ancêtres, parmi les vivants. Kinshasa n'est qu'une métonymie, une ville, une grande maison familiale, une des figures multiples de la paternité. Je m'y retrouve et aime y demeurer. Mais ne cédons pas trop vite. La mort n'y est finalement pas pour grand-chose. Il faut comprendre d'abord ce que c'est que vivre, prolonger la conversation avec les disparus, l'impératif qui scinde le monde des vivants, Kinshasa comme le récit de la mort mise en déroute, un point de rendez-vous. À Kinshasa donc, au milieu de la ville, dans les communes de Bumbu, Makala, Selembao, comme le feu tire la langue, la mémoire dévoreuse de songes. À Songololo, Sanga, Mbanzaïdi, traversant cimetières et villages du clan paternel, à l'écoute du rire des spectres, profond comme une sagesse, il ne faut pas pleurer les morts. Il faut plutôt leur raconter que le monde ne cesse jamais de naître et ne pas hésiter à leur mentir si jamais ce n'est pas vrai. Naître, donc, nous disent les morts, et mentir s'il le faut. Faire un effort, donc, pour témoigner malgré tout des naissances. La longue histoire de la philosophie en Occident a fait son choix. Elle a souvent privilégié ce qui meurt et méprisé ce qui naît. L'intensité de nos joies requiert qu'on domestique la mort, son idée, l'angoisse qu'elle suscite, jamais qu'on célèbre les explosions de vie. Il y a de quoi étonner la mort elle-même, car il n'y a pas de mémoire sans naissance, pas de durée pour les disparus, sans de nouveaux vivants. Ce sont les petites leçons que l'on glane quand on médite un peu longuement auprès des demeures silencieuses faites de marbre, de ciment et de pierre. Leurs occupants n'attendent qu'un seul et unique témoignage, le mouvement de ce qui naît et de ce qui croit. Mais je ne vais pas fanfaronner. Moi non plus, à vrai dire, les naissances, jusqu'à il y a peu, ne m'ont pas du tout intéressée humainement, philosophiquement et politiquement. Il a objectivement fallu que je devienne mère, au moment d'ailleurs où je perdais mon père, sur une planète fracturée par les virus, les doses de vaccins, les inégalités, la sécheresse et les incendies de forêt, pour que naître, la naissance, apparaisse comme une question. Comme beaucoup d'autres, j'ai longtemps préféré la mort, son idée, et ce à quoi son inéluctabilité nous contraint, vivre,
produire, œuvrer, savourer la mélancolie, humilier les plaisirs et la joie, ou croire encore que c'est la tristesse et le deuil qui confèrent à l'intelligence ces lettres de noblesse. Jamais la mise au monde. Une naissance rend idiot comme un animal. Les bébés sont des créatures trop sommaires pour tenir ou valoir la densité d'un concept. Et ajoutons-le, comme un marteau qui cogne et qui frappe, la naissance est une expérience qu'on réserve souvent aux femmes. Le fameux devenir mère. Ce fut peut-être d'ailleurs suffisant pendant des siècles pour considérer la naissance comme une insignifiance sur les plans politiques et intellectuels. La romancière Jean England, dans son roman « Apaiser nos tempêtes », roman sur la maternité, où les mères, indépendamment de leur processus d'identification genrée, sont ici celles, et je tiens à l'écriture inclusive, celles qui engendrent biologiquement, eh bien cette romancière pose une question. Comment parler des mères, je la cite, sans le sentimentalisme ni le cynisme qui semblent caractériser la majorité des récits de maternité dans notre culture? Comment parler des mères et de ce qu'elles font, mettre au monde? Comment réinvestir les vieilles questions biologiques de la reproduction dont on était si heureuse de pouvoir s'émanciper? Et peut-être plus précisément encore, puisque je parle au présent, comment parler des mères, de l'engendrement biologique, comment en parler après ou avec l'épidémie de Covid et ce qu'elle dit de notre monde pollué, ce monde qui bloque nos voies respiratoires. Car cette épidémie a affecté l'expérience de la maternité, et plus spécifiquement celle de l'engendrement biologique, en perturbant considérablement le monde de la naissance et les institutions qui lui sont dédiées. Qu'est-ce que c'est que le fait de mettre au monde dans un monde confiné, pollué? À côté du problème de la mort, celle des millions de morts du Covid dans le monde, s'est reposée donc à nouveau frais la question de la naissance, des naissances, soit la question du début de l'existence autonome d'un être vivant, ici humain, et de sa relation intime au corps qui l'a nourri et porté. La naissance comme expérience et comme institution, pour paraphraser la penseuse féministe Adrienne Rich. L'expérience de l'accueil ou non d'une vie humaine dans sa relation intime au corps qui l'a porté en temps de pandémie, de confinement, dans un monde pollué. Et ce que cette expérience de naissance, en ces temps de pandémie, dit du système institutionnel dans lequel s'effectue l'accueil d'une vie humaine et le soin qu'on apporte au corps qui a soutenu son développement, ce qu'il dit donc de la relation qu'on entretient avec une certaine idée du futur. Je vais donc vous demander d'accepter de cheminer avec moi, pendant quelques minutes, de cheminer avec moi à l'intérieur d'un journal intime. J'appellerai ce journal un journal de gestation. Un journal fait de sang, de larmes, d'œufs clairs et de bébés. Un journal qui mobilise le jeu, J-E, rien de révolutionnaire, ni de voyeuriste, ne vous inquiétez pas. J'avance soutenue par une longue tradition d'écrits féministes, noirs, blancs, d'Amérique du Nord, du Sud ou d'Europe, qui convoquent le jeu. Non pas Narcisse, mais le jeu, J-E, de la phénoménologie. Celui qui rapporte l'expérience du corps comme une expérience incarnée, singulière, à partir de laquelle quelque chose du monde et de notre expérience de celui-ci, en tant qu'elle est partagée, peut être raconté et décrit. Un corps en situation, donc, toujours déjà pris dans une vie sociale, structurée autour de normes, et au sein desquelles ou contre lesquelles se fonde sa liberté. Beauvoir était un peu là quand même. Je vais pas... Elle est toujours un peu là. Permettez-moi donc de vous introduire dans un journal et de raconter des histoires, les miennes, des histoires de mise au monde et d'avortement. Un 27 février 2020, la fameuse année 2020, mon corps, n'en faisant qu'à sa tête, décide de se lancer dans la grande aventure de la reproduction. La maladie de Covid-19 a déjà envahi une partie de la planète.
En France, on regarde de loin les premières mises en quarantaine chinoises des villes de Wuhan, Wugang et Hezhou dès janvier 2020. Et l'Italie, qui place en quarantaine plusieurs villes du Nord dès la fin février, semble si lointaine qu'on pourrait croire qu'elle ne partage pas de frontières avec notre pays. Mi-mars, les premières analyses tombent. Ma grossesse n'est pas évolutive. En ce début de mois de mars 2020, la France est le deuxième foyer épidémique d'Europe, après l'Italie. Le 16 mars 2020, le président de la République, Emmanuel Macron, lance son discours martial contre le virus. Nous sommes en guerre. Un confinement dur et long commence le mardi 17 mars 2020. Ce premier confinement met fin à une séquence politique brutale et prolongée de conflits sociaux. Le mouvement des Gilets jaunes, commencé le 17 novembre 2018, la grève illimitée dans les transports, débutée en décembre 2019. Une attestation de déplacement dérogatoire est obligatoire pour circuler. Elle ne laisse que 5 possibilités pour sortir de chez soi, circuler pour rien, sans autorisation, et désormais passible de sanctions, amendes, voire emprisonnement en cas de lourde récidive. Question. Sortir dehors pour se faire retirer un œuf qui n'a pas été fécondé, est-ce circuler pour rien? Un rien qui se loge parfois sur la paroi d'un utérus. Réclamer des soins hospitaliers pour rien. Guérir d'un rien, comme vous le savez, guérir d'un œuf non fécondé, c'est avorter, c'est-à-dire expulser le corps non viable de l'utérus. Comment parler des mères, disait Jean England. Comment parler des naissances impossibles ou empêchées? Comment parler des personnes qui, désirant être mères ou pas d'ailleurs, avorter dans un monde confiné? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire que d'être soigné en temps de pandémie dans un hôpital public en crise depuis des années? Et au-delà de cette question, s'instaure-t-il une hiérarchie entre les pathologies et les patients, même inconsciente? Comment furent perçus, traités par exemple, les patientes qui ont avorté en temps de pandémie? Quand d'autres allaient mettre au monde, ou d'autres encore luttaient pour rester en vie. Les expériences de fausses couches, les interruptions involontaires de grossesse et d'avortement volontaire, les expériences de vie ratées, qu'on les subisse ou qu'on les choisisse, eurent-elles droit aux soins en temps de confinement? Concernant l'avortement, compris comme interruption volontaire de grossesse ici, des associations féministes ont pointé la difficulté pour les femmes à recevoir des soins pour avorter lors du premier confinement. Les obstacles qui se sont dressés devant elles étaient de 3 natures. Sanitaire, la peur d'une éventuelle contamination. Sécuritaire, la peur d'un contrôle de police. Psycho-affective, je cite le bulletin de ces associations, une culpabilité plus forte que d'habitude à l'idée d'avorter durant cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Ce que le confinement a mis en lumière dans tous les pays l'ayant pratiqué, c'est la précarisation de la vie des femmes dans tous les domaines de l'existence. Il a permis de souligner également le statut de la médecine pour les femmes et du corps féminin comme objet médical, particulièrement en France, pays où je vis. Et ce qui m'intéresse ici particulièrement, mettre en lumière l'univers institutionnel, social, dans lequel les nouveaux humains sont accueillis et viennent au monde. 2 obstacles m'intéressent ici. L'obstacle sécuritaire, la peur du contrôle de police, et l'obstacle psycho-affectif, cette fameuse culpabilité, qui sont mis en avant dans l'enquête de ces associations. Ces 2 obstacles disent quelque chose de la manière dont l'expérience de l'IVG en temps de pandémie a été vécue par les concernés. Comme si mettre fin à une grossesse ne pouvait être considéré comme un motif impérieux de soins. Je parle de leur perception. Que peut en effet vouloir dire la peur du contrôle policier? Le corps enceint, surtout quand il s'agit du corps d'une femme, est supposé s'épanouir dans sa fonction première, la reproduction. La peur du contrôle policier pourrait symboliser une certaine implacabilité du consensus social. Le corps d'une femme enceinte est le signe que tout est maintenu en ordre. Dès lors,
L'interruption de la gestation s'apparente à une affaire de mauvais sujet, dont les demandes en contexte de crise sanitaire apparaissent superflues. D'autres vies attendent d'être guéries, soignées. La culpabilité se loge ici. Dans la gestion des lits et des flux à l'hôpital, le corps qui avorte ne vole-t-il pas la place d'un patient qui, lui, lutte pour la vie, incarnant finalement la figure du patient superflu, celui-là même qui empêche les rouages de la pratique médicale de fonctionner à flux tendu. Il faudrait peut-être exiger de lui un peu plus de discipline pour laisser ouverte la possibilité d'un horizon dédié à la vie, celui de la guérison, celui des enfants. Journal de gestation, deuxième partie. C'est une mauvaise farce. Mais mon entrée dans l'aventure biologique de la reproduction, celle des corps fécondés et fécondants, se colle strictement sur l'historique de la politique de confinement en France. Le gouvernement, face aux vagues répétées de Covid-19, annonce un deuxième confinement moins strict que le premier, du 30 octobre au 15 décembre. 3 semaines après l'annonce du deuxième confinement, j'apprends que je suis enceinte, 21 novembre 2020, pour la deuxième fois de ma vie. Comment parler cette fois-ci, non pas de l'interruption de grossesse, mais de la mise au monde dans un monde confiné. Mettre au monde quand les dispositifs d'accompagnement à la naissance sont déstabilisés, voire précarisés. Mon premier rendez-vous à la maternité fut inquiétant. Il fut accueilli par une banderole syndicale d'un collectif de sages-femmes en lutte. En novembre 2020, une sage-femme très médiatique, Anna Roy, lance le hashtag « Je suis maltraitante ». Entre parenthèses, j'ai vraiment flippé. Racontant dans quelles conditions, justement, l'hôpital prend en charge les femmes sur le point d'accoucher et portant un certain nombre de revendications, au-delà de la revalorisation salariale, interrogeant le monde de la naissance. Reconsidérer la durée du postpartum, cette fameuse période qu'on décrit médicalement souvent comme allant de la délivrance du placenta au retour des règles. Défendre l'allongement du congé maternité, 3 mois actuellement en France, et surtout défendre l'idée que pour une femme, il doit y avoir une sage-femme, soit une sage-femme par salle d'accouchement pour accompagner les naissances. En temps de Covid-19, ces revendications sont exacerbées car les conditions de suivi de la grossesse, d'accouchement, sont transformées par la crise sanitaire. Se pose le problème de la contamination d'une femme enceinte et du fœtus, la grossesse étant un facteur à risque qui posera le problème justement de la vaccination des femmes enceintes. Et se pose également le problème du port du masque pendant l'accouchement, pouvant être considéré comme une violence obstétricale ou gynécologique. Les dispositifs d'accompagnement des femmes enceintes sont transformés par la crise sanitaire. Les recommandations du Collège national des gynécologues et obstétriciens français ont suivi chaque moment de la crise de Covid-19 et la manière dont elle a affecté le monde de la naissance, le suivi de grossesse, l'accouchement, le postpartum. Déclinant les modes de prise en charge de la mère et du nourrisson selon l'absence ou la présence avérée de la pathologie de Covid-19, interdiction des visites à la maternité, règles strictes de circulation pour l'accompagnant, père ou second parent. Le suivi de grossesse, l'accouchement et le postpartum en pandémie ont été accompagnés de 2 difficultés, celle de la solitude et celle parfois de la violence obstétricale, gynécologique, psychologique. Accoucher donc dans la solitude, sans nécessairement être bien accompagné. La pandémie de Covid-19 a exacerbé les conditions dans lesquelles on met au monde en France et la manière dont sont considérés ce que la philosophe Barbara Stiegler appelle les métiers indispensables à la vie. Le statut dégradé de la médecine consacré au corps des femmes, ce dont témoigne le statut précaire des sages-femmes, s'est accompagné d'un assainissement de la mise au monde, impliquant la solitude des mères durant le suivi de leur grossesse, dans la salle d'accouchement, à la maternité, faisant du monde de la naissance un espace désinfecté, indifférent à l'accueil. Assainir n'est pas accueillir. La philosophe Barbara Stiegler a décrit dans un texte, en ces termes, le monde paradoxal produit par le confinement. Un monde, je la cite, désinfecté, mais pollué. L'assainissement nécessaire
à la non-propagation du virus ne peut valoir comme soin. Ce que le monde de la naissance, l'expérience de la mise au monde en temps de Covid, met en avant. Un monde assaini demeure un monde pollué, c'est-à-dire un monde ouvert à la prolifération de nouveaux virus. Ce risque de prolifération témoigne plus largement de notre condition écologique contemporaine, anthropocène, plus justement capitalocène. Le premier terme décrivant les conséquences des activités humaines sur notre planète, le second indiquant que c'est l'anthropos historique du capitalisme qui a occasionné la transformation d'écosystèmes biodiversifiés en déserts. Partant de notre condition écologique contemporaine, qui abîme nos voies respiratoires et notre terre, de nombreuses réflexions critiques se sont ouvertes, portant sur la natalité humaine, le nombre de naissances d'une part, et le statut ontologique de la naissance d'autre part, dans le cas de la crise climatique. Des perspectives radicales, issues de la pop culture, interrogeant tout autant le devenir de la planète que les cadres normatifs, hétérosexuels, de la reproduction humaine, apparaissent dès la fin du XXe siècle. Dans les années 90, la musicienne de techno, Chris Korda, va lancer un mouvement religieux antinataliste, The Church of Euthanasia, l'église de l'euthanasie, prônant la réduction de la population humaine à l'origine de l'écocide massif que nous connaissons. Save the planet, kill yourself. Sauve la planète. Je ne traduis pas la suite. Telle fut la vision que reçut Chris Korda dans un rêve qui lui fut porté par une conscience aliène. Les différents thèmes qui structurent cette église sont ainsi l'avortement, le suicide, le cannibalisme, la sodomie, la haine des bébés, l'annihilation radicale des pratiques humaines reproductives ou de ce qui les symbolise, le visage frais et poupon d'un nourrisson. Le mouvement Birth Strike for the Future, né en 2018 à la suite des grandes marches pour le climat de 2014 et 2015, a fait de la question biologique de la naissance une des nouvelles interrogations écologiques. Ce mouvement n'est pas un mouvement de régulation des naissances, avec toute la dimension eugéniste, coloniale et raciste qui peut entourer la question « Qui a le droit de naître ?» Ce mouvement interroge les conditions d'accueil des nouvelles vies humaines dans un monde soumis à la crise climatique, dans un monde pollué donc, et dont la pandémie que nous venons de traverser et traversons peut-être encore, fait éclore de manière plus radicale encore les effets. Le monde, en tout cas notre monde, notre planète, n'est pas assez sûr pour recevoir de nouveaux enfants, de nouveaux humains. Certes, mais la surpopulation humaine met en danger les écosystèmes et l'humanité elle-même. Et dans les pays riches, industrialisés, comme le nôtre, ne pas avoir d'enfants serait le moyen le plus efficace de réduire les émissions de CO2. Homo sapiens est une espèce proliférante, invasive, une espèce sale qui rejette de nombreux déchets toxiques et qui colonise, c'est-à-dire qui détruit. La question de la naissance, naître ou ne pas naître, est au cœur de l'éco-justice contemporaine. Elle a pris la forme d'une formule fameuse dans un texte important de la penseuse et philosophe Donna Haraway, reproduit dans le livre « Vivre dans le trouble ». Faites des parents, pas des bébés. Cette formule provocatrice interroge notre capacité à créer des refuges, c'est-à-dire des lieux où la vie peut s'accroître, se renforcer, tisser de nouveaux liens, de nouveaux assemblages humains, non humains, sans être diminués. Construire des espaces où les vies humaines ne sont pas des vies diminuées. Dans le contexte effectivement de la crise climatique, naître pour un bébé humain, c'est toujours naître
ou c'est souvent en tout cas, naître sans monde. Monde ici au sens de refuge. Un monde pollué étant une zone où sont détruits les temps et les lieux de refuge pour les peuples humains et les autres créatures. Ce que révèle la crise climatique et ce qu'a exacerbé la pandémie telle qu'elle a frappé les pays riches et industrialisés, pays dans lesquels je vis, c'est qu'il n'existe pas quelque chose comme un monde de la naissance. Les nouvelles vies humaines sont rarement accueillies. Et ce dont le Covid-19 a témoigné, une difficulté à construire, proposer des espaces de refuge. L'effondrement systémique, je reprends une formule de Donna Haraway, auquel confronte la crise climatique, n'est plus seulement l'effondrement d'un monde, comme en témoignent les pratiques prédatrices coloniales, mais la destruction de la planète et l'extinction de l'espèce humaine. Cet effondrement invite à se méfier du visage du bébé humain qui, loin de signifier une promesse, souvent n'augure rien de bon. L'éco-justice multispécifique défendue par Donna Haraway opère ce qu'on appelle, à la suite de l'ouvrage important de Lee Edelman, Merde au futur, désolée pour le titre, une critique de ce qu'on appelle en philosophie le futurisme reproductif. Le futurisme reproductif, qu'une penseuse importante comme Maggie Nelson, dans son dernier ouvrage On Freedom, définit comme suit: la double idée qu'il existe un avenir que nous pouvons et devons améliorer et que l'enfant est son emblème. Au-delà du projet queer porté par tous ces penseurs, visant à défaire les liens entre parenté et généalogie, c'est-à-dire à penser d'autres modes possibles de la parenté qui ne soient pas biologiques, il s'agit, dans le cadre de l'éco-justice multispécifique, d'opérer une critique des politiques natalistes et de leurs effets sur l'environnement. Ainsi, dans le monde de l'espèce humaine, il ne faudrait pas craindre ces oxymores. Mettre au monde, c'est se priver de monde. Plus l'humanité croît, plus elle disparaît. Le visage du bébé ne figure pas la vie, mais une certaine parenté avec la mort. De masse, la mort de toutes les espèces, y compris l'humaine. Faire moins d'enfants ou ne plus en faire. Parce que de toute façon, et la crise sanitaire l'a montré, les zones dans lesquelles évoluent les humains ne savent pas accueillir les vies nouvelles. Réenchanter les parents, désenchanter les bébés. La perspective est radicale, car elle augure du fait qu'il n'y a pas de futur. Le futur, déjà, est aboli. Et précisément parce qu'il n'y a pas de futur, il ne peut y avoir quelque chose comme des bébés, c'est-à-dire des êtres qui n'existent que sur le mode de la futurition. Il faudrait ainsi porter un regard vieillissant sur notre terre, nous humains, et apprendre à aimer avec celles qui restent les décombres. La crise climatique propose un montage de temps qui frappe l'idée de génération future et ce qu'elle implique, la transmission d'un côté et le salut de l'autre. Il n'y aurait plus rien à attendre de celles qui viennent, car il n'y a plus rien à transmettre. Plus de terre, plus d'humus, mais des fossiles, des traces organiques des siècles passés. Ici encore, rappelons-le, et ce fut une terrible ironie, la pandémie de Covid-19 a frappé d'inanité l'articulation du futur et de l'espoir, en rendant presque aussitôt caduque l'idée d'un monde d'après. L'après, bien souvent, fut synonyme d'avant, avant la pandémie, où engageait des formes de renouveau, décroissance, ralentissement, défense de l'improductivité, qui épuisaient aussitôt énoncé une imagination intoxiquée par le monde pollué. Avec la pandémie, il fallut l'admettre, dans l'hémisphère nord au moins, le monde pollué apparaissait pour un grand nombre, et je m'inclus dans ce grand nombre, toujours désirable et désiré. Consommer, circuler, comburer. Existe-t-il, hors de ces trois activités humaines, des manières plus désirables de vivre et d'exister? Pas des bébés.
Au-delà des créativités sociales que cette formule pourrait impliquer, nouvelle parenté non hétéronormée, un faire famille multispécifique avec les plantes, les animaux, que sais-je encore, exister dans la frugalité, vivre dans les ruines, dans les décombres, eh bien cette formule de Donna Haraway, pas des bébés, décrit l'indépassable d'un monde pollué où le désir de futur se brise contre un présent qui immédiatement le nie. Un présent critiquable et critiqué non pas au nom de la figure anticipatrice de l'espoir pour un autre monde, mais au nom de ce qui fut, géologiquement, la vie passée et ce qu'elle permettait pour les vivants non humains, en général, la possibilité de se reconstituer, la possibilité d'un refuge. J'espère que vous ne déprimez pas quand même. Toutefois, le bébé, s'il demeure la figure emblématique de politiques conservatrices, souvent perverses et cruelles pour les femmes et les personnes LGBTQIA+, reste un impensé d'un point de vue ontologique. Toujours saisi comme une fin consensuelle sur le plan politique, la fameuse phase « pour nos enfants », jamais appréhendé en soi. Une fois accouché, très souvent, le bébé humain n'est plus qu'une concaténation de races, de genres et de classes, augurant du type de maison d'arrêt dans lequel le monde social va l'enfermer. À peine éclos, le mouvement naissant est déjà fixé. L'éco-justice également, en faisant de la mise au monde dans les zones humaines un problème de justice multispécifique, figurant ainsi l'espèce humaine comme une espèce invasive, exige la mise sous contrôle de la quantité de bébés humains à naître, exige de bloquer également les mouvements naissants. Car en fait, il n'y aurait rien à naître. L'idée même de crise climatique, abolissant la possibilité pour tout humain de venir au monde, c'est-à-dire de trouver un refuge. Ainsi, la question n'est jamais vraiment « pourquoi fait-on des bébés ?» Elle serait plutôt ontologique. Qu'est-ce qu'un bébé en soi? En tant qu'un bébé, augure toujours d'un monde, d'un type de monde ou de sa privation. Il faudrait ainsi se demander ce que vaut politiquement un bébé, dans le champ théorique et politique. Tant cette figure semble satisfaire les pensées conservatrices, on connaît les campagnes portées par les tenants du refus du droit à l'avortement, tant cette figure aussi semble également laisser de marbre des pratiques critiques plus ouvertes. Vous avez toujours l'air ridicule quand vous êtes une philosophe et que tout d'un coup vous vous intéressez aux enfants et aux bébés. Et également, tant cette figure semble nourrir des théories radicales, jouissant de vandaliser un symbole consensuel des pensées traditionnalistes, pour finir. Pas des bébés, la haine des bébés. Au-delà des réflexions sur la population et la natalité, dans leur versant progressiste ou réactionnaire d'ailleurs, la pandémie et le monde pollué qui l'a rendu possible laissent démunis devant cette question. C'est quoi ontologiquement un bébé? En figeant ce qui ne peut satisfaire la pensée et l'action dans un présent qui, s'il attaque nos voies respiratoires, I can't breathe, exige, du fait de la présence persistante des corps maternants, des corps enceints, qu'ils soient malgré tout combattus et dépassés. Il faudrait ainsi pouvoir repolitiser la naissance, afin qu'elle ne satisfasse ni les violences du traditionnalisme raciste, misogyne, colonial, ni le pessimisme de l'éco-justice multispécifique. Quoi qu'on dise de Donna Haraway, ces théories ne sont pas joyeuses. Ce qui importe justement, ce n'est pas le nombre, les problèmes de quantité et de surpopulation, comme l'indique Haraway dans l'introduction de son livre « Vivre dans le trouble ». Cette réflexion d'ailleurs est problématique dans la mesure où elle fait porter, une fois encore, le poids des politiques publiques, le fardeau du monde ou d'un paradis multispécifique et de sa chute sur l'utérus. Ce qui importe toujours, c'est la question de l'accueil. L'accueil d'une vie humaine et le montage de temps, porté par quel passé, dans quel présent, pour quel futur, qu'elle implique. C'est à l'aune de cette question que se pose le problème du vivant et des corps enceints, ceux qui portent ou refusent d'ailleurs de porter un mouvement naissant. Le point de vue ici n'est pas anthropocentrique, il est intraspécifique. À l'intérieur de notre espèce même,
on peut interroger ce que c'est qu'accueillir aujourd'hui un nouvel humain, ce que requiert véritablement notre planète, fracturée, inégalitaire, pour que la venue au monde ne soit pas sans monde, privée de refuge. Il ne s'agit certainement pas de condamner celles qui choisissent d'engendrer biologiquement, mais de défendre une certaine idée de l'accueil et par suite de la naissance, de trancher donc et de lutter politiquement. Dimanche 7 août, dans la salle d'embarquement de l'aéroport de Njili, à Kinshasa, trône une grande affiche du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La guerre russo-ukrainienne a provoqué la hausse des produits céréaliers et pétroliers. Le 21 juillet 2022, ont été mis aux enchères par l'État congolais 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers situés dans la forêt congolaise. La République démocratique du Congo est le deuxième plus grand pays d'Afrique, après l'Algérie. Et c'est un pays forêt, une de nos voies respiratoires. Des mondes vont mourir, encore. Comme d'autres, il y a bien longtemps, sont déjà morts. Un bébé est exigeant, car ses besoins et son visage déjouent les clichés et nos attentes. Mettre au monde, c'est immédiatement comprendre que nous ne possédons pas le futur et que ce temps, à jamais, nous échappe. C'est l'angoisse qui accompagne la naissance d'un nouvel humain, quand sa présence en tout cas a été voulue et désirée. Le futur demeure hors de notre portée. Alors veiller, ne pas dormir, multiplier les nuits blanches, écouter la respiration d'un enfant, c'est prendre soin du jour. Retarder autant qu'on le peut la possibilité que le jour prenne fin, retarder autant qu'on le peut la possibilité de dormir à nouveau. Ces pratiques du retard, on les retrouve dans les récits de sages-femmes. Elles ne dorment pas. Ou encore dans certaines cosmovisions de peuples en lutte. Retarder, c'est après tout ce que nous possédons vraiment. Et c'est un pouvoir qui se conjugue au présent. Non pas un nouveau grand récit, non pas une nouvelle technologie, non pas une activité qui brûle de l'énergie fossile ou qui assigne tel corps, ceux des femmes, ceux des hommes ou autres, il y en a plein en fait, à tel rôle social. Le pouvoir de retarder, pour le dire comme l'écrivain et leader brésilien Ailton Krenak, c'est une capacité, je le cite, à différer le jour, l'étirer, l'embellir. Différer le jour, l'étirer, l'embellir, soit une définition matérielle et concrète de ce que fait et nous fait une naissance. Je vous remercie.